Raconter l'histoire de la Bourgogne, c'est ouvrir un coffre rempli de chefs-d'œuvre. Ces mots ne sont pas ceux d'un Bourguignon, ni même d'un Français, mais d'un Belge, Bart van Loo. En 2019, cet écrivain flamand publie Les Téméraires, un livre qui rencontre un immense succès à travers l'Europe, environ 400 000 exemplaires écoulés. Les Téméraires, ce sont les grands ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Bart van Loo montre comment, dès le XIVe siècle, depuis Dijon, épicentre de leur duché, ils ont hissé la Bourgogne au rang de 3e puissance européenne. Ces ducs ont tenu tête au royaume de France et étendu leur autorité sur la Flandre, la Belgique et une partie des Pays-Bas. Au fil de ses recherches, cet ancien professeur de français à Anvers a acquis une conviction personnelle. Cette Bourgogne médiévale est bien plus qu'un objet d'étude. Elle est une pièce maîtresse de son identité. C'est un Belge qui est arrivé ici, un Belge qui venait de découvrir qu'en fin de compte, il était bourguignon. Et ça, c'était génial. Bart van Loo, quand il est venu ici, c'était pour tout visiter. Je lui ai fait tout découvrir, c'est pas compliqué. Il a découvert la Bourgogne et à partir de ce moment-là, il a décidé de tout faire pour rappeler à toute sa communauté et toute la Belgique même qu'ils étaient aussi issus de cette Bourgogne. C'est ce qui lui a permis d'écrire son livre, un ouvrage qui est aussi marrant que rocambolesque. Dans le prologue des Téméraires, Bart van Loo raconte le déclenchement de son aventure littéraire. J'ai commencé à lire et à voyager dans le temps en passant par Dijon, Bruges et Bruxelles. J'ai vu des villes s'épanouir, des rois schizophrènes, des ducs dynamiques et des artistes géniaux. Comme pour me remercier des services rendus, la France a mis sur mon chemin une Française. Il s'est avéré, cerise sur le gâteau, qu'elle était issue d'une famille bourguignonne et, dû bien admettre, qu'elle ne savait pour ainsi dire rien des ducs. Dans l'histoire de France, la Bourgogne a toujours été laissée pour compte. Quand on sait ce qui s'est passé, on comprend pourquoi. Bart van Loo remet en lumière un événement méconnu, la bataille de Rosbeek, survenue en 1382 en Belgique. À cette époque, le comte de Flandre fait appel à Philippe le Hardi pour mettre un terme à une violente révolte menée par les tisserands. Le duc, oncle du roi de France, mobilise les troupes royales et remporte la victoire, marquant le début de son emprise sur le nord de l'Europe. Une influence encore visible dans le cœur historique de Dijon. C'est une bataille que Bart van Loo va présenter comme une révolution française avant l'heure, beaucoup trop tôt, et qui va complètement avorter. Au cours de cette bataille, la ville flamande voisine de Courtrai apporte son soutien aux tisserands révoltés. En représailles, les troupes françaises la mettent à sac. Le roi de France s'empare de l'or, mais Philippe le Hardi, rusé, s'approprie un trésor précieux car rare. De son côté, Philippe le Hardi, conscient qu'on ne pouvait faire d'omelette sans casser des œufs, autorisa ses guerriers bourguignons à prendre leur part de gâteau. Quant à lui, il barbota un curieux trophée de guerre, la magnifique horloge du beffroi. Désormais, le duc de Bourgogne déterminerait la façon dont les heures s'écouleraient en Flandre. Là, on voit vraiment dans cet extrait le style très truculent, très léger de Bart van Loo, en utilisant des expressions, faire des omelettes sans casser des œufs, ou barboter pour dire voler. Bart, il arrive à nous rapprocher le plus possible des personnages historiques et nous les faire les comprendre humainement. Cette horloge, trophée de guerre, est dotée d'un automate nommé Jacquemart, contraction de Jacques au marteau, qui sonne mécaniquement les heures de l'église Notre-Dame. Le Jacquemart, vous l'avez sur le pignon sud de l'église, regardez tout en haut. Alors la légende dijonnaise raconte qu'on a fait faire une femme puis 2 enfants au Jacquemart, puisque la ville de Courtrai va réclamer le retour de l'automate à de nombreuses reprises. Et pour éviter d'avoir à le renvoyer, on va lui faire faire une famille à Dijon. Pour admirer le Jacquemart sans risquer un torticolis, le mieux est de l'observer depuis la tour Philippe le Bon. Son automate et son cadran en font un prodige d'ingéniosité. Les techniques disponibles à l'époque ne permettaient guère de précision. Les cadrans solaires ne fonctionnaient que lorsqu'il faisait beau, et les sabliers se contredisaient selon les grains utilisés. Dans le célèbre Viandier, premier chef-d'œuvre culinaire de l'histoire de France, l'auteur ne dit pratiquement pas un mot de la durée de préparation des plats.
en dehors d'exhortations religieuses appelant à laisser mijoter un plat en égrénant 18 Notre Père ou 23 Je vous salue Marie. Au cœur de la guerre de 100 ans, Philippe le Hardi affirme ainsi sa suprématie sur l'Europe. Mais l'idée, c'est surtout de montrer qu'on maîtrise le temps. En fait, à part Dieu, techniquement, personne ne connaît avec précision le temps qui passe. Donc Philippe le Hardi, en montrant sa maîtrise de l'horloge, montre qu'il est quasiment l'égal de Dieu. Pour incarner son ambition politique, Philippe le Hardi adopte une devise, « Moult me tarde », qui signifie en vieux français « Il me tarde beaucoup » ou « J'ai grand hâte ». Bart van Loo s'en empare pour raconter sa savoureuse version de l'histoire, celle d'un symbole de Dijon présent dans la ville depuis le XIIIe siècle. Philippe le Hardi, à son retour dans la capitale ducale, fit un don singulier à la ville. Celle-ci pouvait désormais utiliser sa devise. Bientôt, « Moult me tarde » figura sur chaque pot de moutarde de Dijon. On raconte que c'est ce qui a valu son nom français à cette spécialité locale par excellence. Il est fort probable que la moutarde doit en réalité son nom au malt initialement utilisé, moustum, mou, et ardens, brûlant. Cette devise tombe à point nommé pour l'auteur qui met en lumière un trait de caractère de Philippe le Hardi révélé par les archives dijonnaises, un homme toujours pressé à l'impatience légendaire. Il lui arriva plusieurs fois de parcourir les 300 km séparant Dijon de Paris en 5 jours, passant pour cela 10 à 11 heures en selle. Peu lui importait la poussière qui se soulevait. Il avait fait fabriquer spécialement des lunettes en or et en cristal pour la poudre devant les yeux quand l'on chevauche. Bart van Loo retrace la manière dont Philippe le Hardi conforte son pouvoir. Il épouse Marguerite de Flandre, devenant ainsi seigneur de villes comme Bruges. Puis, il convoite une légitimité spirituelle. Pour afficher sa piété, il fait édifier dans l'ouest de Dijon la chartreuse de la Sainte Trinité de Champmolles. Un sanctuaire de la Renaissance dont la réalisation est confiée à des artistes flamands. L'implantation des bâtiments forme exactement la chartreuse de Champmolles. Un grand cloître monumental doté de plein de cellules qui sont en fait les maisons individuelles de chaque moine, qui avaient aussi leur propre potager. Ils étaient vraiment en autarcie, ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Tout ça pour converger vers une pièce centrale, ce trésor, le puits de Moïse. Lorsque Bart est arrivé ici, il a été subjugué par le trésor. Il ne l'a pas vu tout de suite. C'était un petit peu caché à l'intérieur, une espèce de perle cachée dans un écrin, un joyau. Il a vu de plus en plus près et là, il a observé le trésor de la Renaissance. Monumentale, l'œuvre sculptée Le Puits de Moïse donne vie aux 6 grands prophètes de l'Ancien Testament. Et là, il s'esclaffe en disant « mais c'est incroyable, c'est magnifique, c'est formidable ». Mais il n'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'un magasin de jouets, ça aurait été pareil pour lui. L'artiste hollandais a donné à Isaïe une peau parcheminée et un regard empreint d'une douce tristesse. La bouche en cul de poule de Jérémie souligne la concentration que ce dernier met à lire. On n'est plus en présence d'archétypes, mais de sculptures qui semblent prendre vie grâce aux gestes, à l'expression des visages et à des détails tels que les sourcils froncés ou les veines des poignets. Bart van Loo retrace ensuite le parcours des héritiers du duc, Jean sans peur, chef de guerre, et Philippe le Bon, mécène d'envergure. Tous deux voient le jour et sont enterrés à Dijon, mais gouvernent depuis les Flandres. Ils en font le cœur politique de l'État bourguignon, rival de la couronne de France. Au XVe siècle, les villes flamandes prospèrent grâce à l'industrie textile et deviennent des foyers artistiques. Pour affirmer leur raffinement, les ducs passent commande à ces créateurs talentueux. Ici, du jour au lendemain, on va voir apparaître des ateliers incroyables qui nous proviennent de là-bas. Des peintres, des sculpteurs, des artisans, des maîtres verriers ici à Dijon. On n'avait jamais connu ça. Et le mérite de Bart, c'est de transmettre ce concept de l'art, qui est vraiment un outil gouvernemental du pouvoir de l'époque. C'est de vous faire comprendre comment fonctionne la politique au Moyen-Âge, alors qu'on a déjà du mal à la comprendre aujourd'hui. Et avec ce mélange bien ficelé, on finit par avoir une lecture cohérente, amusante et surtout compréhensible. Après leur disparition, une imposante nécropole, voisine de la Chartreuse,
abritait les corps de Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon. Ornée de sépultures virtuoses, elle a été détruite pendant la Révolution française, puis partiellement reconstituée dans une version plus modeste au XIXe siècle. Il faut vous imaginer un petit peu que par rapport à la chapelle qu'on a aujourd'hui, c'était 3 fois plus grand. Les corps étaient dans une crypte et en surface, il y avait les monuments funéraires qui n'étaient pas faits pour accueillir les corps, mais qui étaient faits pour le pèlerinage. Et ces monuments funéraires étaient les fameux cénotaphes des ducs de Bourgogne. Rivaliser avec le royaume de France jusque dans la mort, faire de l'ombre à la basilique des rois à Saint-Denis, les ducs de Bourgogne y sont parvenus. Au cœur du vieux Dijon, l'ancien palais des ducs abrite dorénavant les mausolées de Philippe le Hardi, de son fils Jean sans Peur et de son épouse, celui de Philippe le Bon ayant été démantelé. Ce sont des œuvres qui font partie des plus somptueuses de la fin du Moyen-Âge. Comme vous pouvez le voir, Philippe le Hardi est allongé sur une dalle de marbre noir. Il a les mains en prière. Le drapé vient s'étaler sur la dalle de manière très, très réaliste. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il a les yeux ouverts. C'est très important. Il est en fait dans l'attente de sa résurrection qui va être permise par l'aide que lui procurent les anges qui sont agenouillés à son chevet, mais également les prières de tous ces pleurants qui circulent autour de son tombeau. N'hésitez pas à vous accroupir et à observer. Chaque statue a sa propre attitude et expression. Les personnages se grattent l'arrière de la tête avec tant de naturel. En voilà qui essuient leurs larmes et d'autres qui feuillettent un livre. Les détails tels que les boutons, les pages, les chapelets, les bourses et les ceintures sont peaufinés. Les plis des vêtements criant de vérité. Plusieurs pleurants sont entièrement dissimulés par leurs capuchons de moine reflétant le balancement de leurs pas. D'autres ont un regard d'une grande authenticité, des rides parfaites. L'aventure des ducs ne s'arrête pas là, comme le relate Bart van Loo. En 1467, Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon. Fougueux, orgueilleux, voire mégalomane, il entre en guerre contre le roi de France, Louis XI, et tente de contrôler l'Alsace et la Lorraine. Une erreur diplomatique qui lui aliène l'Empire germanique, la Suisse et le duc de Lorraine, dont les troupes anéantissent son armée en 1477 lors de la bataille de Nancy. Dans cette galerie de Bellegarde, vous avez ici qui sont présentés les portraits des 4 ducs de la dynastie Valois de Bourgogne, donc Philippe le Hardi, le fondateur, Jean sans Peur, Philippe le Bon, et enfin Charles le Téméraire, celui avec qui la dynastie va s'éteindre. Et Bart van Loo en parle d'ailleurs. Il se demande si Charles le Téméraire est hardi ou téméraire et n'hésite pas à dire casse-cou, voire suicidaire, ce qui correspond tout à fait au style de Bart van Loo, qui est peut-être un peu exagéré, bien qu'en effet, il faut reconnaître que c'est avec cette bataille de Nancy que va s'éteindre cette dynastie qui sera allée jusqu'à inquiéter le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Charles le Téméraire meurt au cours de cette bataille. On découvre après les combats son corps gelé et méconnaissable. Il laisse le duché de Bourgogne sans descendant direct et le roi Louis XI en profite pour proclamer son rattachement à la couronne. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre que Bart van Loo a promis d'explorer dans un prochain ouvrage.